je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet de l'accouchement, en partant du principe que cet accouchement est sans péridurale et donc le plus naturel possible. Quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, le premier truc que ma meilleure amie de l'époque m'a dit, c'est « tu verras, tu vas faire caca sur la table d'accouchement ». Direct, ça vous met dans le bain. Et avec le recul, je réalise qu'il y a plein de petites vérités potentielles comme celle-là qui sont complètement mises sous silence parce qu'elles sont tabous. Quoi qu'il en soit, moi je pars du principe que plus on est préparé pour aller à un accouchement, mieux ça peut se passer et du coup je pense que c'est mieux de parler de ces choses-là. Évidemment, si déjà le début vous met mal à l'aise, je vous conseille vivement de fermer cette vidéo et d'aller regarder quelque chose d'un petit peu plus gai, sachant que de toute façon tous les accouchements sont tous très différents les uns des autres, il n'y a pas de règle unique, il n'y a pas de voie unique. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de questions sur la valise de maternité, moi je n'en ai pas eu besoin pour Nao comme j'ai accouché à la maison, mais par contre je vais faire une vidéo sur le sujet de la valise de maternité quand on est dans une démarche d'accouchement naturel et d'éducation bienveillante, donc de portage, d'allaitement, etc. Souvent en fin de grossesse, on panique énormément à l'idée de savoir quand est-ce que ce sera le bon moment pour partir à la maternité. Donc on a toujours les sages-femmes qui nous disent qu'il faut compter les contractions, compter le temps entre les contractions, voir si elles sont régulières, voir si elles sont douloureuses, mais en réalité ça fonctionne pas chez toutes les femmes parce qu'on vit pas toutes les contractions de la même façon. On parle aussi de la rupture de poche des os, mais là aussi c'est quelque chose qui reste assez vague et mystérieux quand on l'a jamais vécu, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Moi pour mes 2 premiers accouchements, j'ai eu des contractions hyper douloureuses au moment où je suis arrivée à la maternité, et les 2 fois, il y avait absolument aucune contraction sur le monito. Quoi qu'il en soit, les sages-femmes m'ont dit les 2 fois pour mes 2 accouchements de rentrer chez moi parce que ce n'était pas le moment. Ben il s'avère que 2-3 heures plus tard, les 2 fois j'avais un bébé dans les bras, et du coup à mon sens c'est une science qui n'est absolument pas exacte. Par contre notre instinct il est presque exact. Donc je vais commencer par ça, essayez de vous faire confiance. C'est vraiment difficile de pas psychoter quand on est à 2 doigts de l'accouchement parce qu'on voit des signes absolument partout, c'est une évidence. Mais du coup, si vous ressentez des contractions qui vous font vraiment mal, qui sont douloureuses et que vous pensez que vous êtes en début de travail, au lieu de paniquer ou alors de commencer à compter vos contractions avec une application qui va juste vous embêter plus qu'autre chose, eh ben prenez plutôt soin de vous. Prenez un bon bain chaud. En général, quand c'est un vrai travail, le travail ne va pas s'arrêter avec l'eau chaude. Par contre, s'il s'agit d'un faux travail et que c'est juste des contractions qui préparent le col ou le corps à l'accouchement, eh ben normalement les contractions vont se calmer dans l'eau et du coup vous saurez que vous n'avez pas besoin de partir en courant à la maternité. Rappelez-vous aussi qu'une grossesse dure entre 280 et 290 jours environ, à partir du premier jour de la date de votre dernière règle. Tous les bébés ne naissent pas exactement au terme qui est mentionné par le gynécologue. Le terme qu'on nous donne, c'est une approximation. En particulier si vous savez pas exactement quand vous êtes tombée enceinte, comme moi les 3 fois où ça reste un petit peu vague, on ne peut pas être sûr qu'on va accoucher le jour de notre terme, bien au contraire. Il y a vraiment pas de règle exacte à ce sujet. D'ailleurs, je trouve important de préciser que vous êtes libre de refuser un déclenchement si on vous en suggère un quelques jours après le terme et que bébé va bien, que vous avez suffisamment de liquide. Si tout va bien, que son cœur va bien, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a aucune raison qu'on vous impose un déclenchement. Vous avez le droit de refuser. Pour Nao, j'ai accouché 17 jours après terme, ce qui est absolument énorme, mais encore une fois, je ne suis pas sûre que la date du terme était vraiment précise. Je pense qu'éventuellement il y a eu une erreur. Et l'autre chose qui rentre en ligne de compte aussi, c'est que j'ai eu énormément de contrôle pendant ces 2 dernières semaines de grossesse, et du coup je n'avais absolument pas d'inquiétude ou de risque puisque j'étais contrôlée. Souvent, les hommes en début de travail, ils se sentent un petit peu perdus, ils savent pas trop comment trouver leur place, en particulier quand c'est un premier bébé pour eux, c'est très difficile de savoir comment s'investir dans cet accouchement. Du coup, n'hésitez pas à l'investir. Quand vous êtes en début de travail, n'hésitez pas à lui demander des massages dans le bas du dos, n'hésitez pas à lui demander une serviette avec de l'eau fraîche à poser sur votre visage, enfin vraiment tout ce dont vous avez besoin et qui pourrait potentiellement vous aider à vous soulager et à traverser ce travail qui est assez difficile à vivre. N'hésitez pas à vous appuyer sur votre conjoint qui est là pour ça et qui est là pour être un soutien. Ce que je peux vous recommander aussi en début de travail, quand vous avez un ballon de gym, c'est de vous mettre dessus et de bien balancer votre bassin dessus. Et ça va vous permettre de travailler avec vos contractions pour que bébé puisse continuer sa descente et pour que le travail puisse se faire sur le col. Si malgré tout ça vous ressentez encore des contractions, eh ben c'est le moment de partir à la maternité. Mais vraiment votre instinct va vous dire quand c'est le bon moment et ça j'en suis absolument persuadée. Dans tous les cas, il y a un truc que je peux vous conseiller, c'est de faire un projet de naissance avec votre conjoint et avec la sage-femme conseil qui est dans votre maternité autour du 7e mois de grossesse. Ce projet de naissance, il va vous aider déjà de votre côté à vous renseigner sur la naissance que vous voulez et sur les points importants pour vous, et ça va vous permettre de le poser sur papier avec une sage-femme de la maternité qui va valider votre projet et qui va du coup le mettre dans votre dossier. Du coup, au moment de votre accouchement, quand vous allez arriver à la maternité, les sages-femmes auront directement dans votre dossier votre projet de naissance qu'elles pourront ressortir pour le voir avec vous et pour faire en sorte de le respecter. Et ça, c'est vraiment
vraiment quelque chose que j'ai regretté de ne pas faire pour mon premier enfant. Et du coup, ce projet de naissance sera respecté au pied à la lettre tant que vous et votre bébé vous allez bien et tant que vous en faites la demande. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et ça permet aussi au papa de savoir ce qui est noté sur ce papier, puisque vous l'avez fait ensemble, et de pouvoir du coup défendre vos intérêts. Parce que c'est clair que quand on est en train d'accoucher, on n'a pas forcément l'énergie ou la force d'aller à l'encontre du personnel médical, qui pourtant ne fait pas toujours les meilleurs choix pour nous. Et du coup, c'est important à ce moment-là d'avoir son conjoint ou la personne qui nous accompagne pour pouvoir simplement appuyer sur ce qu'on a voulu dans le projet de naissance. Une fois que vous arrivez à la maternité, vous allez avoir normalement un toucher pour voir où en est votre col et un monitoring. C'est hyper important de se sentir respecté. Personne n'a le droit de vous imposer quoi que ce soit. Normalement, vous devez être prévenu avant chaque acte médical, en particulier quand ça touche à votre intimité, simplement parce que c'est votre corps et que vous devez être respecté comme un être humain. Ça peut paraître très bête de dire ça comme ça pour quelqu'un qui n'a encore jamais eu d'enfant, mais c'est vrai que suivant sur quel personnel médical on tombe, suivant dans quelle maternité on tombe, on n'est pas toujours très bien reçu et les équipes médicales ne sont pas toujours très humaines. Et donc vous devez être en mesure jusqu'à la fin de l'accouchement de pouvoir refuser un acte qui vous semble trop invasif. Vous avez le droit d'être au courant de tout ce qui se passe. Même quand il y a une urgence, on va normalement vous prévenir. La poche des os, c'est pas une éruption volcanique, un jet d'eau comme on le voit dans les films. Au contraire, en général, c'est plus comme une fuite urinaire. On a un peu le sentiment d'avoir fait pipi et puis après ça coule. En général, on continue pendant un certain laps de temps. Si vous avez rompu la poche des os mais que vous n'avez pas de contraction, il faut quand même aller à la maternité parce que en général, le travail va se mettre tout seul en place dans les 48 heures. Mais au-delà de 48 heures, vous risquez de subir un déclenchement simplement parce que bébé risque une infection et parce que potentiellement il risque aussi de ne plus avoir suffisamment de liquide amniotique dans le ventre. Donc il n'y a pas d'urgence. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, prenez votre temps, préparez vos affaires tranquillement, mangez un petit truc, reposez-vous si vous en avez envie, et puis ensuite vous partez dans les heures qui suivent en direction de la maternité pour aller faire un premier contrôle. C'est aussi important de rappeler que la rupture de la poche des os, elle n'est pas systématique. Pour Nao par exemple, je n'ai absolument pas rompu ma poche des os, et du coup Nao est né coiffé, c'est-à-dire qu'il est né dans sa poche des os. Mon chéri l'a réceptionné directement dans sa poche des os qui a explosé dans ses mains. Souvent, quand vous êtes en plein travail et que ça dure un petit peu, les médecins vous proposent de percer eux-mêmes la poche des os. Ça peut accélérer le travail et le rendre beaucoup plus efficace, mais aussi souvent plus douloureux. Ce n'est pas une obligation, vous avez le droit de dire non. On n'a pas besoin d'avoir la poche des os percée pour accoucher. Donc c'est vraiment en fonction de votre confort à vous. Pendant le travail, c'est hyper important d'écouter vos envies et vos besoins. Plus vous allez rester active et en mouvement, plus ça va permettre à bébé de pouvoir continuer sa descente dans le bassin et ça va permettre aussi à votre col de se dilater. Cela dit, si vous avez le courage de vous reposer parce que vous n'avez pas trop mal, c'est hyper important de prendre le temps de s'allonger quelques secondes, de fermer les yeux. Vous aurez besoin de toute votre énergie à la fin de cet accouchement. Du coup, le meilleur conseil que je puisse donner à ce stade-là, c'est vraiment d'écouter vos besoins, d'écouter votre corps. Je pense que les instincts sont hyper bien faits, le corps humain est hyper bien fait. Pensez à demander ce qui vous réconforte, des massages, de la musique douce, un brumisateur d'eau fraîche, des lumières tamisées, des balancements sur un ballon. Optez vraiment pour la position qui vous convient et dans laquelle vous arrivez à accueillir le plus possible les contractions. Le monito ne doit pas vous empêcher de pouvoir vous mouvoir librement. Pour accueillir les contractions, moi le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vraiment de les visualiser. C'est-à-dire que vous visualisez votre bébé qui descend dans le bassin, vous visualisez le col qui se dilate, et c'est vraiment ça qui va aider à accueillir les contractions et à pouvoir les accompagner pour qu'elles aident bébé à faire son travail. Idéalement, il faudrait les voir comme une aide à la naissance et pas comme un obstacle. Et n'hésitez pas à faire du bruit, on ose rarement le faire et pourtant ça soulage juste tellement. Pour Willow, je n'ai absolument sorti aucun son, d'ailleurs je n'ai presque pas poussé non plus parce que je n'osais pas, j'avais vraiment peur de ce que ça pouvait donner, et du coup ça s'est fini avec des ventouses et des forceps. Pour Eileen et pour Nao, ça a été très différent parce que j'ai senti dès le début du travail que j'avais besoin de faire des sons très graves pour accompagner mon bébé, pour accompagner mon travail. Et du coup ces sons très graves me permettaient vraiment de me connecter à moi-même, de me mettre dans ma bulle, de ne pas entendre ce qui se passait autour de moi. Je me concentrais uniquement sur mes ressentis et ça m'a vraiment aidé à canaliser ma douleur. Simplement parce que je l'ai pleinement vécu. Du coup, vivez pleinement ce que vous avez à vivre, même si c'est difficile en milieu hospitalier parce qu'il y a souvent du monde autour de nous. N'hésitez pas à dire que vous avez besoin d'un moment d'intimité, d'un moment de solitude juste avec votre conjoint, et vivez simplement les choses comme vous avez besoin de les vivre. Il n'y a pas de règle fixe. Un accouchement, ça peut durer 30 minutes comme ça peut durer plusieurs jours. On dit souvent que plus on a d'enfants, plus c'est rapide. C'est pas vrai non. Ça dépend vraiment des femmes, ça dépend des vécus, ça dépend de comment se déroule l'accouchement. Tout peut vraiment varier. On n'est pas tout égal par rapport à la douleur et on a le droit de demander la péridurale. Je pense que le principal pendant un accouchement, c'est vraiment d'écouter ses propres besoins, ses propres ressentis et d'y répondre. Par contre, si vous souhaitez accoucher sans péridurale, c'est peut-être important de le préciser dans le projet de naissance, simplement pour que les sages-femmes ne soient pas trop insistantes avec l'idée de péridurale et
et qu'elle vous accompagne pour vous aider à soulager vos douleurs sans péridurale. Il y a plein d'autres façons de faire, que ce soit avec de l'homéopathie, avec des massages particuliers. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider à calmer la douleur sans devoir passer par la péridurale. Et de toute façon, vous avez le droit de changer d'avis à n'importe quel moment. Si vous ne voulez pas de péridurale et que tout d'un coup vous n'en pouvez plus, vous avez le droit de changer d'avis. La péridurale, je ne vais pas en parler ici, moi c'est quelque chose que je ne veux plus jamais subir pour plein de raisons différentes. C'est pas quelque chose qui a un impact positif sur le corps, pour plein de raisons. Je pourrais éventuellement faire une vidéo sur le sujet, mais dans tous les cas, moi c'est quelque chose que je ne veux plus vivre. J'aimerais préciser aussi que les douleurs du travail, pour moi, elles ont été beaucoup plus douloureuses et plus difficiles à vivre que l'accouchement lui-même. Au moment de pousser, moi je sentais presque plus les contractions, parce que simplement le fait de pousser en même temps que la contraction, ça me permettait de soulager ma douleur. Au moment où vous arrivez à dilatation complète, il y a une phase pas facile à vivre qui va arriver, en général, c'est la phase de désespérance. C'est un moment super difficile à traverser pendant lequel vous allez avoir l'impression que vous n'allez jamais y arriver. Entre la fatigue, entre les douleurs, etc., c'est vraiment quelques minutes mais qui sont hyper difficiles à traverser et où vous allez avoir besoin de soutien, que ce soit de votre conjoint ou alors des personnes qui vous entourent au sein de la maternité. Mais c'est hyper important que vous arriviez à reprendre confiance en vous. Et quand vous atteignez cette phase-là, cette phase où vous avez juste envie de vous relever et de quitter cette maternité pour ne pas accoucher tellement vous souffrez, c'est que vous êtes presque arrivé à l'accouchement lui-même. Donc tenez bon, vous y êtes. Moi je me rappelle que j'ai vécu cette phase très fort pour Willow et pour Eileen, où j'ai carrément demandé à quitter la pièce parce que je ne voulais plus accoucher, c'était terminé. Pour Nao par contre, je ne l'ai pas vécu. J'ai eu en fait 2 ou 3 minutes d'absence pendant lesquelles j'ai cru que je n'allais absolument pas y arriver, mais en fait comme c'était le premier accouchement que vivait mon chéri et qu'il n'y avait pas de sage-femme parce qu'elle n'a pas eu le temps d'arriver, je me suis interdit de vivre ça et du coup je n'ai pas eu de phase de désespérance. J'aimerais vous parler en quelques mots des épisiotomies et des déchirures. Dans la majorité des cas, une épisiotomie c'est pas du tout nécessaire. Ça arrive quand on en a besoin, quand il y a une urgence, quand il faut sortir bébé très rapidement, mais de manière générale, quand le bébé doit sortir, s'il n'a pas la place de sortir, une déchirure naturelle va se faire. Il n'y a pas besoin de découper avec une épisiotomie. C'est un acte invasif et qui est super douloureux, et en fait, au moment de la cicatrisation, ça peut poser énormément de problèmes, simplement parce que ce n'est pas une déchirure naturelle. Si vous notez que vous ne souhaitez pas d'épisiotomie sur votre projet de naissance, c'est important de booster votre conjoint pour qu'il vous soutienne et pour qu'il puisse repréciser à l'équipe médicale si besoin que vous ne voulez pas d'épisiotomie. Son rôle va prendre toute son importance à ce moment-là. Pour ceux qui ne savent pas, une épisiotomie, ça vise à couper la peau qui se trouve entre le vagin et le rectum pour faciliter la sortie de bébé. Le truc, c'est que comme je vous l'ai dit avant, une déchirure naturelle va cicatriser bien mieux qu'une épisiotomie. Et clairement, une épisiotomie ou même une déchirure qui a été mal recousue ou trop recousue, ça peut juste détruire votre vie intime, ça peut détruire votre sexualité, ça peut vous faire même super mal quand vous allez simplement faire pipi. C'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. J'ai subi une épisiotomie pour la naissance de mon premier fils et c'est quelque chose qui m'a traumatisée et qui m'a laissé des douleurs énormes jusqu'à la naissance de ma fille 3 ans après. C'est pas obligatoire d'avoir une déchirure ou une épisiotomie pour un accouchement, au contraire. Pour Willow, j'ai eu une épisiotomie et une déchirure par-dessus. Pour Eileen, j'ai eu simplement une déchirure. Et pour Nao, je n'ai rien eu du tout. Sachez aussi que oui, c'est possible que vous fassiez caca sur la table d'accouchement au moment de pousser. C'est normal et naturel. Les sages-femmes et les doulas, elles sont habituées à ce genre de situation. Même si c'est très difficile de se détacher de ses propres ressentis et de son malaise et de vivre les choses pleinement, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas grave et qui peut être très bien vécu. Souvent, les sages-femmes proposent un lavement avant l'accouchement. Concrètement, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose sur le moment. Là, je tiens de nouveau à parler de mon expérience personnelle, mais pour mon premier fils, j'ai tellement mal vécu l'idée que potentiellement j'allais faire caca sur la table d'accouchement que je n'ai absolument pas osé pousser. Et ce qui s'est passé au final, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai subi une épisiotomie, les ventouses, les forceps, bref, ça a été un accouchement qui a été surmédicalisé, en grande partie parce que je refusais de pousser parce que j'avais peur de ça. J'ai vécu un accouchement traumatisant à cause de ça, à cause de mes angoisses, de mes peurs et de mon manque de confiance en moi. Du coup, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de travailler sur vous, de faire peut-être de l'auto-hypnose avec une sage-femme, de travailler sur votre confiance en votre corps, pour vous détacher complètement de cette idée-là et pouvoir accoucher l'esprit léger. Au moment de l'accouchement, il y a aussi quelque chose duquel je ne vous ai pas encore parlé, c'est le cercle de feu. Vous risquez de sentir une douleur intense de brûlure juste au moment où la tête passe. À partir du moment où la tête est passée, il n'y a absolument plus cette douleur-là. C'est une douleur qui est intense, mais qui dure très peu de temps. Après l'accouchement, il y a aussi quelque chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous allez accoucher également du placenta. On n'y pense jamais, mais une fois que bébé est né, il y a aussi le placenta qui doit sortir, qui est bien plus petit que bébé, mais qui fait quand même une certaine taille, et du coup parfois ça peut être très douloureux et ça peut être un mauvais moment à passer, en particulier parce qu'on n'a plus le shoot d'hormones qu'on a au moment de l'accouchement, on a mal, on a notre bébé qui est déjà en contact avec nous, ou alors qui est entre les mains de son papa. Quoi qu'il en soit, on n'est pas toujours dans un état d'esprit très agréable pour ce genre de moment, et c'est vraiment quelque chose qui peut être difficile à vivre. Moi je me rappelle que pour Nao c'était comme une lettre à la poste, mais par
Par contre, pour mon premier, de nouveau, ça a été un moment très dur à vivre pour moi. C'est un moment qu'on appelle la délivrance, me semble-t-il. Si tout se passe bien, dès l'accouchement, vous allez avoir votre bébé en peau à peau sur vous. Vous avez le droit de ne pas en avoir envie tout de suite. Vous avez le droit de demander au papa de prendre le relais un petit moment parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes rempli d'énergie négative ou que sais-je. Un accouchement, même si ça se passe bien, c'est un bouleversement hormonal, c'est un bouleversement émotionnel et vous avez le droit d'être trop chamboulé pour prendre votre bébé contre vous tout de suite. C'est pas grave. Je me rappelle qu'on m'a imposé un pot à pot avec mon premier fils et malgré le fait que j'étais tombée instantanément amoureuse de lui et qu'il y avait absolument aucune question à se poser à ce niveau-là, quelqu'un était entre mes jambes en train de me recoudre, ça a pris un temps de dingue et je n'avais absolument aucune énergie positive à donner à mon bébé, j'avais simplement envie d'être seule, de pouvoir vivre mon truc seule et de pouvoir ensuite reprendre mes esprits et pouvoir me concentrer sur mon bébé par la suite. Vous avez le droit de prendre votre bébé en peau à peau, de le couvrir de bisous, de le mettre au sein, de le serrer contre vous, mais vous avez aussi le droit de demander au papa de prendre un petit moment le relais, surtout que lui il va être particulièrement content de partager ce moment avec son enfant et ça va vous permettre aussi à vous de reprendre vos esprits. Sentez-vous libre. Sachez par contre que le contact avec bébé il est juste essentiel pour avoir des montées d'hormones positives et donc d'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour et c'est l'hormone qui va permettre à votre corps de créer du colostrum pour votre bébé. Donc le premier lait qui va nourrir votre bébé. Plus vous allez avoir de contact avec votre bébé, plus vous allez avoir de shoot d'ocytocine. Donc c'est hyper important, en particulier si vous avez vécu un accouchement qui a été difficile ou une grossesse difficile, d'avoir le plus de contact possible avec son bébé à la suite de l'accouchement, les jours qui suivent, les heures qui suivent, simplement parce que ça va vous donner plein d'ocytocine pour pouvoir surmonter tout ce qui vous arrive. Il faut savoir aussi que le cordon ombilical n'a pas besoin d'être clompé dès la naissance. En fait, ce qui se passe, c'est que le cordon continue à donner des nutriments essentiels à bébé pendant encore environ 15 à 20 minutes après la naissance. Et du coup, si on le coupe directement, on coupe aussi tous les bienfaits qu'il peut apporter à bébé. Donc nous, ce qu'on a fait, en tout cas pour Eileen et pour Nao, c'est qu'on a refusé de clomper directement le cordon ombilical et on l'a fait à partir du moment où il ne battait plus, donc après approximativement 15 à 20 minutes. Ça aussi, c'est quelque chose qui serait bien d'ajouter dans votre projet de naissance si c'est ce que vous voulez. Et vous avez le droit aussi de refuser le premier bain. En effet, quand bébé il va naître, il va arriver avec une couche de gras sur la peau, c'est du vernix. Pendant 9 mois, votre bébé il a été protégé dans votre ventre, il a été en contact avec rien du tout en dehors de ce vernix et du liquide amniotique, et du coup là tout d'un coup à la naissance ça peut être quelque chose de particulièrement violent pour la peau d'un nouveau-né. Ça peut créer par la suite des eczémas, des choses comme ça, parce que la peau est simplement hyper fragile et elle aura besoin de quelques mois pour être un petit peu plus protectrice pour bébé. Du coup, nous en tout cas ce qu'on a choisi c'est de ne pas faire des bains autant à Eileen qu'à Nao. Eileen elle a fait son premier bain après 3 semaines de vie et Nao l'a fait après 1 mois de vie environ, simplement pour qu'ils puissent garder cette couche de vernix sur la peau et que ça permette de protéger leur peau. Dans tous les cas, ça n'empêche pas d'humidifier une petite serviette de bain et puis de nettoyer ses fesses s'il y a un caca complètement explosif ou alors de nettoyer simplement les parties où le vernix est un petit peu plus épais. Il n'y a pas d'odeur particulièrement désagréable, au contraire. Du coup, nous en tout cas, il n'y a absolument rien qui nous a gênés en laissant notre bébé avec son vernix. Un bébé n'est pas sale en dehors d'un caca explosif, il ne va pas aller courir dehors dans la terre, il ne va pas manger des choses qui vont le salir, enfin bref, il n'y a pas vraiment de sens à l'idée de laver son bébé continuellement. Par contre, si vous aimez prendre des bains avec votre bébé, ce que je peux comprendre, il faut pas vous en priver non plus. Je vais pas parler de portage ou d'allaitement avec un nouveau-né dans cette vidéo, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo pour que vous les trouviez facilement, et du coup ça va me permettre de rester concentré sur l'accouchement et sur les suites de couches. Après un accouchement, on n'est pas nécessairement épuisé, on a souvent cette image de la femme qui vient d'accoucher, qui est au bout de sa vie. J'ai vécu ça pour mon premier, par contre pour ma seconde c'est allé, j'étais pas particulièrement fatiguée, et après Nao, j'étais hyper étonnée quand la sage-femme est arrivée environ 40 minutes après la naissance de Nao, et qu'elle m'a dit bah si tu veux tu peux te lever, tu peux aller te doucher, tu peux aller chercher un verre d'eau, et en fait je l'ai pas cru. Je me rappelle que ça m'a vraiment choquée qu'elle me dise que je pouvais me lever alors que je venais juste d'accoucher, et en fait force est d'admettre que je me suis levée, je suis allée prendre une douche, je suis allée me chercher un truc à manger, je suis allée regarder par la fenêtre ce qui se passait, et effectivement je n'étais pas spécialement fatiguée, je n'avais pas mal, j'étais en pleine forme, en pleine santé, tout allait bien. Il y a des situations qui sont moins faciles à vivre, mais par contre quand l'accouchement se passe très très bien, aucune raison qu'on soit cloué au lit, on a le droit de se déplacer. À la maternité, on n'est pas complètement libre de ces mouvements, dans le sens où vous avez le droit de faire du cododo, vous avez le droit d'allaiter quand vous voulez, comme vous voulez, personne n'a le droit de vous imposer un rythme de sommeil, un rythme de tétée ou que sais-je. Par contre, dans la majorité des maternités, en Suisse et à mon avis en France ça doit être la même chose, vous n'avez pas le droit de vous déplacer dans les couloirs avec votre bébé dans les bras, en écharpe de portage, en sling ou que sais-je. J'ai longtemps trouvé cette règle complètement stupide, du coup quand ma deuxième est née, on avait signé des décharges pour avoir le droit de se déplacer comme on voulait et pour être complètement indépendant des protocoles de la maternité, mais en fait je ne me suis pas déplacée dans les couloirs avec elle dans les bras pour plein de raisons différentes et parce que j'ai dû me faire opérer le lendemain, et aussi parce qu'en fait je sentais que autant j'étais en bonne forme, je pouvais me déplacer et tout, autant on ne sait jamais, on peut avoir une chute de tension parce qu'on a perdu beaucoup de sang et qu'on manque de fer, on peut tomber dans les pommes, enfin il peut se passer 1000 choses qui font que effectivement en maternité on n'a pas le droit en général de se déplacer en dehors de la chambre avec son bébé dans les bras, donc on a le droit de le déplacer dans le petit aquarium à roulettes. Pour la mise en place de l'allaitement et pour le cododo si vous souhaitez en faire, vous pouvez demander à
la maternité de monter la barrière qui est sur le côté du lit, et vous pouvez aussi demander à avoir un coussin d'allaitement pour simplement caler votre bébé, le protéger, pas que vous soyez inquiète de lui faire mal pendant que vous dormez ou que sais-je. C'est vrai que sur les lits de maternité c'est un peu compliqué parce que c'est pas des lits 180 sur 200 comme on a chez nous par exemple. Forcément il y a moins de place, il faut serrer un petit peu. Et rien de mieux pour gérer la chute d'hormones qu'on a quelques jours après l'accouchement et qui nous déprime en général un petit peu que le contact avec bébé. C'est vrai que quand on vient d'accoucher, on a une chute d'hormones phénoménale qui va se produire dans les 2, 3, 4 jours après l'accouchement. Et non seulement on est fatigué, on sait pas trop comment gérer les événements parce que c'est tout nouveau, et en plus on a cette déprime énorme qui nous tombe dessus, qui peut devenir un baby blues, voire une dépression postpartum. Et dans ces moments-là, c'est hyper important de favoriser un max l'allaitement, le contact peau à peau avec bébé, les échanges de regards, enfin tout ce qui peut vous permettre de créer du lien avec votre bébé. Ça va vous aider à avoir des shoots d'ocytocine qui vont vous permettre de passer par-dessus ces petits moments désagréables. Donc on ne lésine pas sur les câlins, les bisous et tout ce qui peut permettre d'être tout collé à son bébé. Au contraire, ça vous fait que du bien, et à bébé aussi. Plus vous êtes en contact avec lui, plus vous avez d'ocytocine, plus vous avez envie d'être en contact avec lui. La nature est super bien faite. Après l'accouchement, vous allez perdre pas mal de sang. C'est pas une règle générale, il y a certaines femmes qui n'en perdent presque pas, mais de manière générale, le corps a besoin de se nettoyer, et du coup vous allez perdre du sang, vous allez perdre des caillots, votre utérus va devoir reprendre sa forme initiale. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se produire dans votre corps, qui est une machine absolument formidable, mais qui du coup risque de ne pas être un très bon moment à passer pour vous. Vous allez avoir par exemple des contractions utérines assez fortes au moment où vous allez donner le sein à bébé pendant les premiers jours, voire les premières semaines. C'est quelque chose dont on ne parle absolument jamais, mais c'est une réalité. Ça fait vraiment mal, mais en fait c'est des contractions qui vont permettre à notre utérus de reprendre sa forme initiale. Mais ces contractions-là, elles sont élémentaires. De nouveau, c'est pas quelque chose de systématique, mais moi j'ai eu ça pour mes 3 enfants. C'est normal après l'accouchement de se sentir pas bien du tout. Je vous parlais avant de la chute d'hormones. Suite à ça, c'est possible de se sentir vraiment pas à sa place, c'est possible d'avoir le sentiment que tout va de travers, qu'on se sent pas bien. C'est des moments en général où on s'impose la pensée qu'on doit être heureuse parce qu'on vient d'avoir un bébé et que du coup on est obligé d'avoir vécu le plus beau jour de notre vie, d'être super heureuse, d'avoir envie de sourire à tout le monde, d'avoir envie de voir des gens. En réalité, c'est pas ça. En réalité, quand on vient d'accoucher, on est complètement bouleversé, que ce soit parce que notre corps a fait quelque chose d'incroyable, mais aussi parce qu'on a accueilli un petit être qu'en fait on ne connaît pas encore. Et du coup, c'est normal de pas se sentir bien du tout. Au-delà du shoot d'ocytocine que bébé va vous procurer, moi ce que je vous conseille c'est d'en parler, de ne pas rester dans le silence avec votre souffrance. Vous avez le droit d'en parler à votre conjoint, à vos amis, à votre famille. Vous avez le droit d'être soutenu, d'être entouré, de demander de l'aide. Je pense que ce fameux mois d'or, donc le premier mois après la naissance de bébé, c'est un mois dans lequel il faut apprendre ou réapprendre à prendre soin de nous. Donc on a le droit de se délester de la charge mentale, de se délester de tout ce qui n'a pas vraiment d'importance, par exemple le ménage, les tâches qu'on a à faire à la maison, les repas, etc. N'hésitez pas à demander à votre maman, à votre meilleure amie de venir vous aider de temps en temps, à venir passer juste 1 ou 2 heures à la maison pour vous accompagner, pour que vous soyez pas seul. Vous avez le droit d'avoir besoin d'être entouré, vous avez le droit de ne pas avoir d'énergie, d'être fatigué. C'est quelque chose de normal, d'humain, et on peut pas faire semblant que tout va bien. Quand on vient d'accoucher, en général, ça ne va pas tout bien. Et si vous sentez vraiment que vous coulez dans cette espèce d'état d'esprit négatif et que vous n'arrivez pas à vous relever, si c'est un état qui devient permanent, moi je vous conseille vivement d'en parler à votre sage-femme ou alors même à votre médecin traitant et de prendre rendez-vous directement avec un thérapeute qui va pouvoir vous aider à aller au-delà de ce qui correspond peut-être à une dépression postpartum. C'est vraiment important de pas rester là-dedans. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans si on le traite pas dès que ça commence, et du coup s'il vous plaît prenez soin de vous, et si vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et quand on devient maman, notre priorité c'est vraiment de faire le bien pour nos enfants, de faire en sorte que eux soient toujours épanouis et heureux, mais en fait si vous ne vous sentez pas épanoui, vos enfants ne pourront pas l'être non plus. Du coup c'est important de pas juste faire semblant d'aller bien, mais de prendre soin de vous et de dire quand les choses ne vont pas. Vos ressentis sont super importants. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de vous sentir triste, de vous sentir en colère, de vous sentir énervé, vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez. Évidemment, encore une fois, et heureusement, c'est pas une généralité, la majorité des mamans quand elles viennent d'accoucher sont super heureuses, remplies d'hormones positives et d'envie d'embrasser le monde entier. Le baby blues, ce n'est pas quelque chose que vous allez forcément vivre, mais c'est une forme de réalité et je trouve important de ne pas en faire un tabou et d'en parler. Moi, après la naissance de Nao, le lendemain, je descendais déjà 4 étages à pied, j'allais faire mes courses, j'allais parler avec les habitants de la ville, je me sentais vraiment super bien. À aucun moment, on aurait pu penser que je venais d'accoucher, du coup voilà, il faut pas faire de généralité, c'est juste une des réalités, mais il y en a des centaines d'autres. Tout est chamboulé avec l'arrivée d'un bébé. Votre corps, il est fondamentalement différent. Vous allez garder quelque temps ce petit ventre rond et puis la ligne de grossesse qu'on a en général le long du ventre, que moi je n'ai d'ailleurs absolument jamais eu. Ça va rester encore quelques semaines, voire quelques mois, et c'est normal. Vous allez avoir aussi des vergetures qui parfois sont presque en sang ou très très rouges. Il faut pas vous inquiéter, avec le temps, si vous en prenez soin et que vous hydratez bien votre peau, elles vont devenir blanches et du coup elles se verront presque plus. Vous allez vous les deviner sous vos doigts, mais par contre normalement elles devraient se voir de moins en moins. Et votre petit ventre c'est pareil, naturellement il va reprendre une forme qui vous conviendra un peu mieux. C'est possible de retrouver
retrouver son corps de jeune femme si vous avez un métabolisme de fou furieux, mais par contre, dans la majorité des cas, une fois qu'on devient maman, on a un corps de maman, qui est fondamentalement différent de ce qu'on a connu par le passé. Et on peut se motiver à faire du sport, à avoir une alimentation hyper équilibrée, et retrouver un corps qui nous convienne, voire qui est encore mieux que ce qu'on avait avant d'avoir des bébés. Mais par contre, c'est vrai que moi, par exemple, je n'ai pas trouvé encore la motivation de le faire, je ne parle même pas de temps, parce que je pense que quand on veut, on peut, mais je n'ai pas trouvé la motivation de le faire, et c'est vrai que j'ai souvent de la peine à regarder mon corps, et à me dire qu'il a porté la vie, et que du coup, il est dans un état qui est, à mes yeux, moins joli, moins esthétique qu'il l'était avant. Mais ça n'enlève rien à son charme, parce que mon corps, il a porté 3 enfants jusqu'à la vie, il m'a permis de les allaiter pendant des années, et de les allaiter encore actuellement, il me permet de les porter, il me permet de me déplacer, enfin voilà, mon corps est merveilleux, je le remercie tous les jours pour ce qu'il fait, mais c'est vrai qu'on a le droit de pas être hyper en accord, hyper en confiance avec nos nouvelles courbes de maman. Quoi qu'il en soit, soyez compréhensive avec vous-même, vous venez de porter pendant 9 mois un bébé dans votre ventre, vous lui avez donné tout ce que vous aviez, il va falloir du temps pour retrouver un corps qui puisse vous convenir un petit peu mieux que ce que vous avez maintenant. 6 semaines après l'accouchement, vous allez avoir le premier rendez-vous chez le gynécologue, le rendez-vous postpartum. Pendant ce rendez-vous, il va regarder que tout est bien remis en place, que ce soit l'utérus, que ce soit au niveau du périnée, etc. Demandez-lui impérativement une ordonnance pour faire une rééducation du périnée, s'il vous plaît. Certains gynécos considèrent que c'est pas élémentaire et que la majorité des femmes peuvent s'en passer, ou alors que vous particulièrement vous pouvez vous en passer parce que vous n'avez pas eu de déchirure, etc. Ce n'est pas vrai. Même si là tout de suite maintenant tout va bien, vous pouvez très bien avoir tout d'un coup un prolapsus, donc une descente d'organes, donc tous vos organes qui descendent d'ici quelques années. Vous pouvez tout d'un coup à 50 ans vous retrouver avec des fuites urinaires. C'est hyper important de ne pas laisser à l'abandon son périnée, et ça permet surtout d'apprendre à connaître son corps. C'est-à-dire que moi, jusqu'à la rééducation du périnée que j'ai fait pour ma fille, donc mon deuxième bébé, je n'avais aucune connaissance de ce périnée. Je ne savais pas où il était situé, je ne savais pas comment le travailler, je ne savais pas du tout à quoi il servait. Et en fait, c'est grâce à la rééducation du périnée que j'ai fait pendant pas longtemps, parce que j'avais pas réellement besoin d'en faire, mais que j'ai fait quand même pendant 3 à 4 séances, que j'ai réussi à vraiment prendre conscience de mon corps de femme, pleinement. Et ça, c'est formidable. C'est quelque chose, même si vous n'avez pas vraiment besoin de cette rééducation du périnée, prenez le temps de faire cette rééducation. Allez-y avec votre bébé, en écharpe ou au sein, c'est égal. Mais allez-y. C'est pas parce qu'on vient d'avoir un bébé qu'il faut complètement s'oublier et se concentrer uniquement sur ce nouveau petit être. Nous aussi, on a le droit de se donner de l'attention, et franchement, votre corps vous dira merci dans quelques années. Et d'ailleurs, on ne le dit jamais assez, mais la rééducation du périnée, ça va vous aider aussi dans votre vie intime avec votre conjoint à retrouver du plaisir, à retrouver des sensations qui vous plaisent, et même peut-être que vous n'avez absolument jamais vécu, simplement parce que c'est le périnée qui fait presque tout. D'ailleurs, en parlant de vie intime, votre corps il vient de vivre un bouleversement de dingue. Vous avez aussi l'allaitement qui joue beaucoup sur vos hormones. C'est normal de ne pas avoir de désir sexuel. Ne vous forcez pas et respectez-vous. Vraiment, vous n'êtes pas une femme objet. Vous n'êtes pas censé répondre au désir de l'homme pour qu'il parte pas. Si votre conjoint vous aime, c'est qu'il a envie de voir que vous aussi vous prenez du plaisir, et pas juste que vous vous forcez pour lui. J'en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos parce que c'est un sujet conséquent que encore maintenant beaucoup de femmes subissent, et j'aimerais vraiment qu'on arrête d'en faire un tabou et qu'on parle de cette sexualité postpartum. L'intimité, ça se construit et ça se reconstruit à deux, à coups de compliments, de présence, de câlins, de contacts, de complicité. On n'a pas besoin d'avoir des contacts forcément intimes pour se sentir bien et pour s'épanouir dans son couple. On peut simplement avoir des échanges qui sont riches, on peut se préserver du temps à deux, on peut conserver simplement cette espèce de complicité qu'on avait déjà par le passé, parce que si on a décidé de faire un enfant avec lui, c'est pas pour rien. Et petit à petit, laissez-vous du temps, les choses elles vont se reconstruire d'elles-mêmes. Par contre, de nouveau, il n'y a pas de règle unique, il est très possible que quelques jours après, vous ayez déjà envie de retrouver votre vie intime avec votre conjoint, et ça aussi c'est ok, c'est vraiment en fonction de vous. C'est vraiment vous-même qui devez être à l'écoute de vos instincts et de vos besoins et de votre corps. Bref, un accouchement, c'est une sacrée aventure, et c'est une véritable propulsion dans l'inconnu quand c'est la première fois qu'on le vit. Et même quand on le vit plusieurs fois, à chaque fois c'est totalement différent. Ça demande un petit peu de préparation pour se sentir en confiance avec nous-mêmes et pour appréhender ce qui va se passer. Il existe plein de sortes de préparation à l'accouchement, et vous pouvez même ne pas en faire du tout, c'est vraiment vous qui devez faire les choses en fonction de vous. Si vous êtes inquiète au sujet de l'accouchement, moi je vous conseille vivement de prendre une doula. Les doulas sont des accompagnatrices à la naissance, je vais pas en parler pendant longtemps, mais c'est vraiment des femmes qui n'ont aucune compétence médicale, mais qui sont par contre là vraiment pour accompagner le couple et en particulier la femme au moment de la naissance. C'est hyper intéressant, en particulier si on accouche en milieu hospitalier, parce qu'en général, le personnel médical n'est pas uniquement dédié à vous, il y a d'autres naissances qui se passent en même temps. Soit vous allez avoir tout le temps des gens qui sont là en train de vérifier ce que vous faites, de vérifier votre col, de vous faire des monitos, etc. Soit au contraire, vous allez avoir des gens qui sont totalement absents et vous serez complètement livré à vous-même alors que vous avez peut-être potentiellement envie d'être entouré. Une doula, c'est la personne qui va pouvoir vous aider, vous accompagner, aider votre conjoint à trouver ses marques, à vous masser, à vous entourer, à vous parler. C'est la personne qui sera là pour vous amener des verres d'eau si vous en avez envie. Et il y a des doulas et des sages-femmes qui sont spécialisées par exemple dans l'auto-hypnose, qui vont vous permettre de pouvoir vous aider à vous recentrer dans votre propre bulle. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pour ma fille, donc pour mon deuxième bébé. J'ai fait des séances d'auto-hypnose, ce qui m'a permis pendant la naissance de vraiment me mettre dans ma bulle. Malgré le fait que j'étais en maternité, j'ai réussi grâce à l'auto-hypnose à me mettre dans ma bulle. Ça aide aussi à accueillir les contractions et à gérer sa douleur. Si vous êtes actuellement enceinte ou si vous comptez l'être ces prochaines années, je vous souhaite de tout
tout mon cœur que tout se passe super bien. Je vous laisse regarder la première vidéo de ma chaîne où je raconte l'accouchement de Nao qui a été juste l'accouchement rêvé. Ça peut aussi vous aider à prendre confiance en vous et conscience de vous. Je parle ici de choses qui ne sont pas toujours rigolotes, mais c'est pas grave parce que ça veut pas dire que votre accouchement va se passer comme ça. Potentiellement, il est possible que vous viviez certaines choses desquelles je parle, mais c'est pas une obligation, vous pouvez très bien vivre les choses complètement à votre façon, et c'est très bien comme ça. Tout ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez respectés du début à la fin et que vous parveniez à vous respecter vous aussi. Je suis pas du tout professionnelle dans le domaine des naissances, bien au contraire, moi tout ce que je fais c'est parler de ma propre expérience de maman, parce que pour mon premier j'ai eu un accouchement hyper médicalisé, alors que pour mon dernier j'ai accouché à la maison sans sage-femme. C'était évidemment pas prévu, la sage-femme n'a pas eu le temps d'arriver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me raconter comment s'est déroulé votre accouchement, si vous avez déjà accouché ou comment vous espérez que votre accouchement se déroule, et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je suis présente sur Instagram avec le pseudo PinupMom avec le petit trait en bas, je vous le note juste ici si vous voulez me retrouver pour m'écrire un message privé. À bientôt.